Euh, donc, je vais vous parler du Health Data Hub. Je vais vous parler donc du projet. Je vais vous parler de là où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je parlais déjà. De, de vous dire où est-ce qu'on en est et puis de répondre aux questions si vous en avez. Je voudrais juste rappeler quelque chose, peut-être faire un petit cocorico quand même en France, parce qu'on a quand même de très belles bases de données de santé, très nombreuses et très belles. Des bases de données, bien sûr, hospitalières, en de la PHP, des cohortes de l'INSERM, et puis la liste pourrait être très longue. Mon but, c'est pas de donner toute la liste ici. On se rend compte qu'on a vraiment des pépites partout dans nos institutions. Et il y en a une dont je voudrais parler un tout petit peu plus parce que vous verrez que historiquement, elle a joué un rôle particulier dans le projet du Health Data Hub, qui est le SNDS, le Système national des données de santé. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. Je voudrais juste faire un petit rappel sur ce que c'est. Donc, le SNDS, ce n'est pas une base de données santé à proprement parler, c'est une base médico-administrative, c'est une base de remboursement de soins. Donc essentiellement, c'est quoi? C'est l'assemblement de plusieurs bases. Vous avez la base DCIR, qui est la base de la carte vitale, c'est-à-dire que dès qu'il y a un soin qui est remboursé, et ben c'est dans cette base-là. Donc en fait, vous n'avez pas de données cliniques, mais vous avez juste une trace du parcours de soins des individus parce que vous avez une trace des remboursements. Et qu'on a la chance en France d'être remboursé partiellement d'à peu près tous les soins. Donc en fait, on a une base qui est particulièrement complète. C'est l'association de cette base-là, donc le DCIR, avec le PMSI, qui est le parcours hospitalier, qui lui aussi ne contient pas de données cliniques, mais par contre des codages de maladies et des actes. Et puis il y a d'autres bases qui sont tout aussi importantes, mais plus petites en termes de volume, comme le CPDC, qui sont les causes de décès, et puis certaines autres encore. Quelques chiffres, donc plus de 65 millions de personnes qui sont dans cette base. C'est une des plus grosses bases médico-administratives au monde. Si on compare avec des bases, par exemple, américaines, pour trouver ce type de base-là, il faut aller regarder chez les mutuelles privées. Et chez les mutuelles privées, vous allez trouver peut-être, je ne sais pas, 10, 12, 14 millions de personnes. Donc, on est un ordre de grandeur au-dessus, mais en fait, ce n'est pas ça qui est tellement important. Ce n'est pas tellement d'être un ordre de grandeur au-dessus. C'est le fait que quand vous regardez les gens qui sont dans ces bases américaines, c'est essentiellement des gens qui sont jeunes, riches et en bonne santé. Il y a des biais énormes dans ce type de base ailleurs. En France, on a la chance d'avoir une base nationale qui englobe à peu près tout le monde, enfin quasiment tout le monde. Donc en tout cas, bien sûr, on a des biais aussi, mais on est moins biaisé que beaucoup d'autres bases. 1,2 milliard de feuilles de soins, 11 millions de séjours hospitaliers, à peu près 250 téra, mais c'est très difficile à dire le chiffre exact, de données qui sont structurées. Il n'y a pas, encore une fois, là, on n'est que sur des tableaux de chiffres entièrement structurés. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de génome, il n'y a pas de texte libre. Donc 250 téra, c'est beaucoup pour une base structurée. Ce n'est pas une petite base. Alors, à quoi elle sert déjà? À quoi elle a servi cette base? Elle sert depuis longtemps maintenant, et beaucoup, et avec des applications vraiment importantes, avec des impacts sociétaux potentiellement énormes sur la santé. Donc, je ne vais pas parler de tout ce qui a été fait sur cette base-là, mais je voudrais juste parler de pharmacovigilance aussi parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille moi et j'ai travaillé sur cette base en pharmacovigilance. Donc, je donne ici deux exemples qui ont été réalisés par les équipes statistiques de la CNAM. En 2013, il y a un lien qui a été fait entre les pilules de troisième génération et le risque d'embolie pulmonaire. Et puis en 2015, c'est sur cette base qu'a été confirmé les méfaits du Mediator, les effets secondaires du Mediator. Mais aussi, bien sûr, un impact sociétal potentiel énorme sur l'économie de la santé. Vous savez que le budget de la santé publique en France est le premier budget de l'État, avec plus de 200 milliards d'euros de budget par an. Et avec ici un travail, alors c'est un travail intéressant, en 2014, ça semble assez simple, une cartographie qui a été faite par la CNAM aussi de 54 pathologies. Alors en fait, c'est pas si simple que ça, parce que comme vous avez une base de données comptable, pour reconnaître une pathologie, en fait, il faut faire une requête qui peut être assez compliquée. Pour exemple, ici, pour reconnaître le HIV, c'est 50 critères. Et ces 50 critères qui doivent être mis à jour, 50 requêtes qui doivent être mises à jour chaque année, parce que la base change un petit peu chaque année. Donc c'est un très gros travail en fait de cartographie, mais qui permet de répondre à des questions
aussi naturel que combien coûte la prise en charge de telle pathologie, combien il y a de malades de telle pathologie, qui sont évidemment des problèmes extrêmement importants pour la santé publique et des problèmes extrêmement importants pour l'économie de la santé. Avec des applications aussi extrêmement nombreuses, tout aussi importantes que les problèmes de pharmacovigilance. Ici, j'en ai cité un qui est peut-être le Graal, on va dire, l'optimisation du parcours de soins. C'est quelque chose, évidemment, que beaucoup de gens cherchent à faire et qui est très compliqué, donc l'optimisation pour une pathologie donnée. En fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, ces problèmes de parcours hantent en fait plusieurs verticales. Ce n'est pas du tout que la santé. Les problèmes de caractérisation de parcours, vous entendez ça chez les publicistes, dans les médias, chez les entreprises de gaming. C'est toujours des problématiques on a plein d'individus qui suivent certains parcours avec certains événements qui arrivent à des temps aléatoires et on veut caractériser ces parcours. Et les problèmes qui se posent sont un peu génériques, de type, est-ce qu'on est capable de faire des clusters de parcours pour identifier des parcours types? Est-ce qu'on peut prévoir évidemment un parcours? Est-ce qu'on peut intervenir lors d'un parcours pour le faire changer de type de parcours parce qu'on a un intérêt dans le changement du parcours? Voilà. Tous ces sujets-là, en fait, crossent toutes les verticales et évidemment en santé sont extrêmement importantes. Et c'est très difficile, ne serait-ce que faire du clustering de parcours. C'est évidemment des problèmes qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur des algorithmes de deep pour essayer de faire ce genre de choses, notamment sur des bases médico-administratives, l'équivalent de ce type de base. Et on n'y est pas encore. Hein. Mais évidemment, si par exemple on arrivait à isoler des parcours types de soins de diabète de type 2, il y a à peu près 3 millions de personnes, un peu plus de 3 millions de personnes en France, c'est jackpot, hein. C'est-à-dire qu'on saurait dire quels sont les parcours types qui soignent le mieux, quels sont les parcours types qui coûtent le moins cher, enfin voilà, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais c'est des problèmes qui sont très très compliqués, il y a beaucoup de problèmes ouverts là-dessus. En pharmacovigilance aussi, hein, il y a des problèmes ouverts. Aujourd'hui, on pose des questions du type, est-ce que tel médicament provoque tel effet secondaire? Et vous avez un travail hein, est-ce qu'on ne peut pas faire du screening automatique et à charge de l'algorithme de trouver et de dire tel médicament c'est bizarre parce que voilà, ensuite il provoque tel événement et ça j'appelle ça un effet secondaire. Bon, on est très loin de ça. Hein. Ça c'est des sujets aussi. Je travaille sur ces deux sujets-là, c'est pour ça que je me suis un petit peu appesanti dessus, mais on a déjà fait des travaux là-dessus en pharmacovigilance où on a des algorithmes qui sont capables de travailler en tout cas maintenant sur des grandes quantités de médicaments, mais avec un effet secondaire pour l'instant. Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu des exemples de choses qui peuvent être faites avec ce SNDS. Alors, j'ai dit on a de très nombreuses bases de données de santé en France, j'en ai listé quelques-unes, mais par contre, mon credo, c'est qu'elles sont très, très, très largement sous-utilisées. Et pour parler un petit peu de la crise actuelle, je pourrais vous donner des exemples, mais pour moi, elles ont été très largement sous-estimées pendant le Covid et elles sont toujours très largement sous-estimées, très largement. À cause de quoi? Je donne une petite liste ici. On pourrait la grossir, mais on va dire c'est les points les plus essentiels. Et les 3 premiers points sont les plus importants. Premier point, c'est que les données sont dispersées partout. Hein, on a des très belles bases, mais elles sont un petit peu partout. Donc forcément, les accès sont assez complexes. Avec quasiment aucune, on va dire très peu d'interopérabilité. Pas du tout au même standard. Le chaînage peut être un enfer. D'un point de vue technique, là je dis, hein, le chaînage peut être vraiment un enfer. Et les normalisations ne sont en général pas du tout les mêmes. Voilà, donc ça pose de gros problèmes. Et troisième point, qui n'est pas du tout négligeable, qui est presque peut-être à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, le point le plus bloquant, qui est une gouvernance extrêmement lourde et souvent très très hétérogène. Hein, je pense que vous avez tous, beaucoup d'entre vous, si vous faites de la recherche sur des données de santé, vous avez eu des expériences malheureuses pour essayer d'accéder à des données. Et on peut attendre quelquefois, moi ça m'est arrivé d'attendre plusieurs années
J'avais même répondu à un appel, avec la PHP, j'avais répondu à un appel PREPS, donc j'étais financé par l'État, pour accéder à des données d'urgence. Et j'étais assez naïf, c'était au début de ma carrière en santé, donc je ne faisais pas de santé avant. Et puis, j'ai reçu un financement pour un ingénieur de recherche, et puis j'en avais les autorisations pour utiliser les données de santé, bah, super. Donc j'ai embauché mon ingénieur. J'ai embauché mon ingénieur et on a eu les données 3 ans après. En fait. Bon, inutile de vous dire que j'avais cramé tout l'argent. Mon ingénieur, il a fait autre chose. Puis ensuite, quand j'ai eu les données, j'avais plus d'argent. Mais enfin bon, je me suis débrouillé. Bon, ça, c'est pas je pense que c'est pas du tout une expérience isolée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de choses et qui continuent à vivre ce genre de choses. Et alors, je ne vous raconte pas, là, il s'agissait d'un jeu de données qui se trouve à un endroit. Donc, si vous voulez accéder à 2 jeux de données et faire un chaînage, vous devez utiliser la gouvernance du premier jeu, la gouvernance du deuxième, et ensuite faire une autorisation de chaînage, trouver une tierce partie qui va faire le chaînage, et ainsi de suite. Donc, ça peut être vraiment, vraiment très, très, très handicapant, et particulièrement dans des contextes de crise comme ce qu'on a pu vivre, ce qu'on vit encore, mais ce qu'on a pu vivre au pic en mars-avril, où finalement, ce qu'on observe, enfin, ne nous cachons pas, ce qu'on observe en général assez relativement souvent a atteint son pic au moment de la crise, c'est-à-dire des données qui circulent hors gouvernance parce que c'est trop compliqué. Hein. Je pense que aussi dans la salle, d'habitude, quand la salle est plus remplie, bon là, cause Covid, elle n'est pas très remplie, je demande toujours aux gens, si vous êtes chercheur en santé et que vous n'avez jamais vu de données individuelles circuler sur des ordinateurs non sécurisés, non autorisés, levez la main. Et en général, personne ne lève la main. Parce qu'on a tous vu ça au moins une fois. C'est parce que c'est compliqué, parce que faire des autorisations, parce que sinon c'est des processus qui peuvent être beaucoup plus longs. Et alors dans le cadre d'une crise, ça peut être assez violent. Dernier point, pas négligeable, mais certainement peut-être moins important que les 3 autres points, pas d'accès en général à l'international. Donc c'est-à-dire on limite quand même aussi la recherche sur nos données, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Alors, quelque part, le projet du Hub a été créé avec en tête ces problématiques-là et pour essayer de trouver une solution. Alors, je ne vous dis pas qu'on a la solution qui va marcher, mais enfin, en tout cas, on avance dans la bonne direction, je pense. Donc, historiquement, il a été proposé en 2018 par Cédric Villani dans son rapport sur l'IA et voté donc en juillet 2019 dans la loi Ma Santé 2022 de Agnès Buzyn. Et je vais ici résumer cette loi-là en 3 points. J'avais un slide avant que j'ai passé, je pense. Non ? D'accord, excusez-moi. Je voudrais résumer cette loi-là en 3 points. Donc là, pour l'instant, je vais vous résumer ce que dit la loi d'un point de vue théorique et ensuite, en pratique, je vais vous expliquer ce qu'on fait effectivement. Donc, premier point, le Hub devra être le portail unique d'accès au SNDS pour des projets de recherche d'intérêt public, qu'ils soient opérés par des institutions publiques ou par des entreprises privées. D'accord ? Bon, jusque-là, il y avait un accès déjà à SNDS avec le décret du SNDS qui permet d'accéder via le portail de la CNAM aux données du SNDS. Ici, on change de portail, mais avec l'idée de faire une plateforme qui soit pour des gens qui veulent faire de l'IA, par exemple. Donc, le portail de la CNAM, c'est très bien pour faire plein de choses, notamment on peut faire de l'analyse de survie, on peut faire beaucoup de choses très, très passionnantes et tout à fait intéressantes. Mais il y a des algorithmes pour faire de la recherche méthodologique où on a besoin d'autres types d'architecture. Mais ce point-là va prendre toute son ampleur quand vous allez voir le deuxième point. Le deuxième point, il dit quoi ? Que le SNDS d'aujourd'hui, ce n'est plus le SNDS dont je viens de parler. Le SNDS a été étendu très largement, puisqu'il a été étendu à toutes les données qui sont issues de soins remboursés partiellement par l'assurance maladie. Or, comme en France, en gros, on rembourse partiellement à peu près tous les soins, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, à peu près toutes les données de santé en France font partie du SNDS. Toutes les bases de données des hôpitaux, toutes les bases de données des cliniques privées, toute la médecine de ville, toutes les données qui sont générées font aujourd'hui, selon la loi, partie du SNDS. Du coup, le premier point, là, ça devient un projet totalement titanesque. On se dit, mais on n'a juste aucune chance de s'en sortir. Et je vous expliquerai ce qu'on fait en pratique, parce qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain le guichet d'accès à toutes les données de santé en France. C'est de la folie furieuse. Mais c'est intéressant quand même de comprendre ce que dit la loi. Hein, c'est vraiment un élargissement extrêmement fort. Et donc une volonté quand même de changer les choses qui est assez forte.
Troisième point, le Health Data Hub mettra en place une gouvernance unifiée pour l'accès à ce NCNDS donc élargi pour les recherches d'intérêt public. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une gouvernance unique, d'accord, pour pouvoir accéder à toutes ces données-là. Voilà, ça c'est ce que dit la loi. En pratique, alors déjà, je remets ici la principale ambition du Hub, mettre au service du plus grand nombre toutes ces données dans le respect de l'éthique et du droit des citoyens. Hein, c'est vraiment, voilà, si on devait résumer en une phrase le projet du Hub, c'est vraiment ça. Quelques faits ici, quelques chiffres. Le travail a débuté en janvier 2019. On a pas mal d'argent. Ce n'est pas énorme si on compare au GAFA. Hein. C'est même tout petit, mais ça permet quand même de faire pas mal de choses, près de 80 millions d'euros sur les 4 premières années. La structure du Health Data Hub a été créée en décembre 2019, c'est l'INDS qui est devenu Hub, et on a eu une homologation de la V1 de la plateforme à peu près au même moment, donc il y a un peu moins d'un an. Alors, pour vous expliquer le fonctionnement pratique et ce qu'on a fait, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous parler de 3 challenges. On a beaucoup de choses très difficiles à réaliser, beaucoup de défis. Je vais vous en parler de 3 et vous dire comment est-ce qu'on a décidé d'opérer, comment ça va fonctionner. Premier défi, on va devoir consolider des données de santé massives parce que, encore une fois, on parle de toutes sortes de données, le SNDS historique, donc médico-administratif, mais aussi toutes les données des hôpitaux publics, privés, médecine de ville, cohorte de ministères, d'entreprises privées, et ainsi de suite. Et très hétérogène, parce que là, cette fois-ci, on parle évidemment plus que de données médico-administratives, mais on parle d'imagerie, on parle de génomique, on parle d'analyse biologique, de données d'enquête, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on a décidé de travailler en pratique? En pratique, c'est qu'il va y avoir un décret qui aurait dû être publié en avril, mais qui a été retardé à cause de la crise, qui va être publié normalement courant fin du mois, on va dire, on espère, qui va instaurer le fait qu'on va fonctionner avec un catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, on va publier un catalogue qui sera mis à jour par décret régulièrement, avec une liste de bases de données qui seront accessibles à travers le Hub. D'accord ? Donc, ce sont des bases de données avec lesquelles on est en relation avec les producteurs de ces bases de données, on est en pourparlers avec eux. Il va y avoir une dizaine, douzaine, quinzaine de bases, de grosses bases de données que l'on sera effectivement dont on sera capable de donner l'accès via le Hub. 3 choses importantes. Premier point, sur la plateforme du Hub, on n'a pas le droit d'avoir de données directement identifiantes. Nous n'avons que des données qui sont pseudonymisées. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le jargon, si on suit le RGPD, dès que vous avez des données individuelles, donc dès que vous avez une ligne par individu, vous n'avez plus de données anonymes. Donc même si j'ai par exemple la liste de tous les poids de tous les gens vivant en France, et j'ai juste un nombre, j'ai juste une colonne, ce ne sont pas des données anonymes, ce sont des données qui sont pseudonymes. Pourquoi pseudonymes? Ça veut dire potentiellement réidentifiantes. Quand on veut faire de la recherche, on a besoin de données pseudonymes. On ne peut pas travailler. Pour ne plus être pseudonyme, il faut agréger les données. D'accord? Donc c'est sûr qu'on a besoin de données pseudonymes. Donc là, nous, on a le droit d'héberger des données pseudonymes. En aucun cas, on aura des données directement identifiantes, type le nom, le numéro de sécu, date exacte de naissance ou ce genre de choses. Deuxième chose, comme je vous disais, bien sûr, le catalogue sera enrichi au cours du temps et c'est un travail au corps à corps avec les producteurs. Donc, comment est-ce qu'on travaille effectivement avec le producteur? Non, on n'est pas un flic où on va chez un producteur en disant bah, ça y est, maintenant ça fait partie du SNDS, on prend ta base et puis voilà. Non, ça ne marchera jamais comme ça. Le producteur, c'est le spécialiste de sa donnée. Soit on arrive à l'embarquer et tant mieux, soit on n'arrive pas à l'embarquer et puis tant pis. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'embarquer? En gros, on essaie de le convaincre qu'il a un intérêt à venir dans le Hub. Quels sont ses intérêts pour lui de venir dans le Hub? Premier intérêt, c'est une visibilité pour sa base. Donc, la valorisation, elle peut être très forte dans le Hub parce que, voilà, on est aujourd'hui, de fait, le centre névralgique de la donnée de santé en France. Enfin, on va le devenir, en tout cas. Et tout le monde s'adresse à nous. Aujourd'hui, toutes les boîtes privées, énormément de chercheurs s'adressent à nous pour nous poser des questions. Et donc, voilà, la base, là, c'est les bases qu'on va avoir, on va pouvoir les valoriser très bien. Valorisation scientifique, valorisation financière, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement avec les producteurs pour comprendre quel est le bon modèle, ce qui est très compliqué. Parce que dans toutes les disciplines, nous, on est à l'intersection de plein de disciplines. Dans toutes les disciplines, les pratiques sont complètement différentes, mais complètement différentes.
Et même vous passez, je sais plus, je dis n'importe quoi, mais vous passez de neurologie à oncologie, ça peut être totalement différent. Donc, ce n'est pas simple, mais on avance et on va y arriver. Donc, une valorisation parce qu'on est une vitrine importante, et puis surtout parce qu'on est capable de faire du chaînage. Et notamment, et ça intéresse beaucoup de producteurs, on peut faire le chaînage avec la base médico-administrative, l'ancien SNDS. D'accord ? Et ça, vous verrez des exemples de projets qui tirent parti de ça, et ça, c'est vraiment une très grande richesse. Deuxième défi, partager des données pour un accès par des entités diverses, qu'elles soient privées ou publiques, et faciliter la recherche. Donc là, évidemment, on a des obligations de sécurité qui sont énormes. Hein, donc, contraintes de sécurité, je pourrais vous en parler si vous avez des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, on est, je pense, la plateforme, d'un point de vue de la sécurité, on est, je pense, une des plateformes les plus sécurisées de France. Et là, je ne vous raconte pas le nombre d'audits qu'on a dû passer et le nombre de validations et d'homologations qu'on a dû passer. Infrastructure. D'ailleurs, c'est important pour la petite histoire, la loi qui tout d'un coup dit, en fait, tout fait partie du SNDS, mais le décret SNDS disait qu'il y a un référentiel de sécurité SNDS, qui est autre chose que l'hébergeur de données de santé. Mais en fait, avec la loi, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les bases doivent se mettre à jour sur le référentiel de sécurité SNDS. Il y a un décret qui va sortir qui va dire quel est le temps de latence pour ça, mais ça, c'est un énorme coût aussi pour les producteurs. Il va falloir passer en référentiel de sécurité SNDS, et je peux vous dire que ce n'est pas léger comme passage. Des infrastructures, des API modernes, des outils et frameworks de travail aussi modernes, c'est l'idée, hein, c'est de pouvoir déployer une plateforme avec, vous voulez, je ne sais pas, un cluster de GPU, vous l'avez très rapidement, c'est l'idée. Bien sûr, une interdiction de télécharger les données. Donc, vous travaillez à distance dans une bulle sécurisée, d'accord, et vous n'avez pas le droit de télécharger, de récupérer effectivement les données. Si vous êtes d'une institution publique ou académique, l'accès est gratuit. Hein, l'accès est payant pour les entreprises privées, mais sinon l'accès est gratuit pour le public dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que si tout d'un coup, du jour au lendemain, vous dites j'ai besoin de 500 GPU, bon, là peut-être qu'on va vous facturer quelque chose. Et évidemment, que pour des projets d'intérêt public qui soient opérés par du privé ou du public. Donc ça, c'est la CNIL de toute façon qui est là pour vérifier aussi, pour valider ce genre de choses avec le CESRES. Donc là, je parle justement de la gouvernance unifiée auquel faisait allusion la loi. Donc comment ça va se passer à terme quand le décret du hub va effectivement paraître, le fonctionnement régulier du hub, on n'y est pas encore parce qu'on attend l'apparition du décret. Il y a un catalogue, vous vous dites, moi j'ai envie d'accéder à cette base, et puis cette base-là, elle est chaînée entre elles pour tel projet. Vous déposez un protocole, le hub joue le rôle de guichet. Donc vous déposez un projet au hub. Le hub vérifie que le protocole, et bien que tous les formulaires sont bien remplis, et passe ça à une commission qui est totalement indépendante du hub, qui s'appelle le CESRES, donc c'est le nouveau CRS qui s'est transformé, qui fait une validation scientifique et éthique de votre projet, et qui va donner un avis. Si l'avis est favorable, à ce moment-là, c'est passé à la CNIL, et la CNIL va donner ou pas son accord. Dès que vous avez l'accord de la CNIL, à ce moment-là, nous, on conventionne avec vous pour que vous puissiez effectivement avoir une bulle sécurisée et un accès aux données. Et on vous met dans une bulle sécurisée que les données, évidemment, dont vous avez besoin et que vous avez demandé pour votre projet. Et vous avez accès qu'à ça. Voilà. Donc ça, c'est la pipeline de gouvernance. Troisième point, l'animation. Hein, on a aussi une mission d'animation de l'écosystème. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Je donne quelques exemples. Devenir un acteur majeur dans le développement de l'écosystème des données de santé. Alors, notamment autour de tout ce qui est logiciel autour de la donnée de santé. Hein, et donc, on est évidemment très actif sur tout ce qui est on participe à beaucoup de projets open source. Vous avez accès à des repos open source dans le hub, et l'idée à terme sera certainement d'avoir une marketplace aussi, c'est-à-dire d'encourager les startups à développer des logiciels qui seront utilisés dans le hub par les opérateurs de projets. Hein, donc là, on commence à avoir déjà pas mal de contacts et potentiellement de partenaires par rapport à ça. Ça, on est de fait déjà une plateforme de mise en relation d'intérêt et de compétences. C'est vraiment quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant on a besoin de tel type
de compétences, on a besoin, on cherche ce genre de personnes, etc. Et donc, on est là, naturellement, on fait des liens entre les gens et entre les différents acteurs. Alors, soit pour venir opérer au web, mais pas forcément. Hein. Quelquefois, c'est juste ensuite pour faire autre chose, pour construire un autre type de partenariat. Promotion de l'innovation. Donc, c'est des sujets qui nous intéressent évidemment. Par exemple, les données synthétiques, arriver pour pouvoir travailler, de commencer à travailler sur des bases qui sont fausses, mais qui ont la même structure et qui ressemblent un petit peu aux bases auxquelles vous allez avoir accès, mais de façon plus simple. Du coup, donc ça, c'est des sujets qui sont très importants. Et bien sûr, apporter une visibilité nationale, voire internationale. Ça, j'y crois. Enfin, il faut vraiment se dire que si un jour, ce n'est pas une petite chose, hein, c'est un vœu pieux, mais si on arrivait à apprendre, par exemple, à travailler avec la PHP et se dire, il y a un endroit où on arrive à avoir tout l'entrepôt de la PHP avec le SNDS, tout relié sur une plateforme moderne, une infrastructure moderne, avec scalable et ainsi de suite, on a une des plus belles bases de données de santé en France et dans le monde, je pense. Et donc, tout le monde va venir travailler. Enfin, je veux dire, les enjeux, ils sont énormes. Alors, c'est pas simple, ce que je viens de dire là. C'est pas une chose simple. Ça va pas se faire demain du tout. Mais quand même, se rendre compte qu'on a des pépites et il y a un impact international qui peut être potentiellement vraiment énorme. Alors, un premier catalogue sera défini par décret normalement en octobre 2020. J'espère que je n'aurai pas à changer cette slide. Bon, on ne sait jamais avec la crise, c'est quand même pas toujours si simple. Donc, bien sûr, dans ce catalogue, il va y avoir le SNDS historique et qui sera systématiquement chaîné avec les autres bases du catalogue. On va avoir des données cliniques, des données de cohorte, des données de registre, des données provenant de dispositifs médicaux. Bon, il y aura une liste vraiment précise qui sera publiée au moment du décret. Aujourd'hui, en fait, pour commencer le travail, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a des projets pilotes. Donc, qu'est-ce que c'est un projet pilote? Ce n'est pas des gens qui ont déposé des projets dans le hub, comme je vous le disais, de façon, comme, on va dire, dans le fonctionnement normal du hub que le hub aura. Hein. C'est des projets qu'on a sélectionnés, soit des projets d'intérêt académique qu'on a sélectionnés, soit des projets qui ont répondu à des appels à projets. Donc, il peut y avoir des startups, des grosses entreprises, des collaborations d'académiques et entreprises ou que des académiques. On a fait 2 appels à projets avec 20 gagnants. On a aussi des projets Covid, en fait, parce que pendant la crise du Covid, on a un arrêté qui nous a permis de travailler en fait, sur des données Covid sans faire un appel à projet, mais donc des gens pouvaient déposer des demandes web pour travailler sur des données Covid. Donc, on a à peu près, je ne sais plus, 6-7 projets Covid aussi. Voilà, portés par différents types d'acteurs, en général associés à de très grosses bases de données. Voilà. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns. Ça, c'est quelques projets qui ont été... Donc, c'est les 10 projets qui ont été sélectionnés du premier appel à projet, donc en 2019. Alors là, je ne parle pas des projets eux-mêmes, mais des bases qui s'y sont associées, parce que l'idée, c'est toujours aussi, pour nous, de sélectionner des projets qui sont associés à de grosses bases avec une volonté a priori de partager, enfin en tout cas un accord a priori de dire oui, on veut bien aller vers du partage. Ensuite, évidemment, il faut se mettre autour de la table et discuter. Et de temps en temps, ça ne va pas aboutir, on s'en rend bien compte. Mais bon, le but, c'est d'essayer de faire aboutir les discussions. Donc voilà quelques exemples. Bon, une base quasi exhaustive du sarcome, 250 000 mammographies à noter. Ici, ça c'est un très beau projet d'une start-up. Ils suivent, je crois que c'est en fait plus de 10 000 pacemakers en temps réel. Et en fait, ils veulent faire un chaînage avec le SNDS. Là, ça y est, le projet vient de recevoir l'accord CNIL. Ils vont faire un chaînage avec le SNDS. Et ce qu'ils veulent, c'est voir s'ils peuvent faire des algorithmes pour prédire des complications cardiaques. Donc, le label complications cardiaques, il est dans le SNDS, en fait. Donc, ils ont besoin de ce chaînage-là. On aura toutes les données exhaustives de tous les services d'urgence aussi, la base de données de connaissances de Vidal. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses ici qui sont assez éloquente, je pense. Ça, c'est le deuxième appel à projet. J'ai fait qu'une sélection. Donc, l'appel à projet, le jury a rendu les résultats en juillet dernier, donc c'est tout frais. Il y a eu aussi 10 projets. Là, j'ai fait une petite sélection, mais pour vous dire, voilà, là, vous voyez un petit peu les exemples de projets. Là, je ne parle pas que des bases. Toujours de l'imagerie aussi, beaucoup d'imagerie. Hein, là, par exemple, développer des algorithmes à partir d'images de rétine pour des prises de décision, pour l'aide de diagnostic.
Voilà, vous avez des choses sur les traumatismes crâniens. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses extrêmement variées. Encore deux autres ici. Voilà. Donc là, c'est sur des cancers bronchopulmonaires et ici sur des frottis sanguins. Bon, je vous laisse lire ici. Hein. Mais à chaque fois, il y a des bases de données qui sont assez importantes associées et sur lesquelles, qui a priori apparaîtront dans le catalogue par la suite. C'est mon dernier slide. Voilà. Sur l'animation de l'écosystème, je voudrais terminer là-dessus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, moi, j'ai monté un programme d'affiliation des chercheurs. Si vous voulez vous affilier, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, c'est très light. C'est simplement, on vous a dans notre scope, on sait ce que vous faites. Et donc, si nous, on a des besoins en interne d'expertise sur ces sujets-là, on vous contacte. S'il y a des projets qui ont besoin d'être aidés sur ces sujets-là, on vous contacte et vous pouvez, libre à vous d'aider ou pas. Et s'il y a des entreprises privées qui cherchent aussi des contacts, on vous met en contact. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment nous de construire un réseau. On organise une école d'hiver, l'ICM est partenaire, Prairie aussi, du 4 au 8 janvier. Notez l'adresse, les inscriptions ouvertes, elles ferment le 31 octobre. Entièrement virtuel, 3 jours de séances plénières avec des conférenciers internationaux vraiment top. Enfin, vous verrez le programme, je pense que le programme il est vraiment top. Et 2 jours de sessions pratiques qui par contre sont limitées en nombre de personnes, avec 5 ou 6 sessions pratiques, souvent en continuité des cours magistraux, sur lesquels vous travaillez ensuite sur des données. Vous choisissez deux cours pour les 2 derniers jours. Le jeudi et le vendredi, vous avez le choix de prendre 2 cours parmi les 6. On a lancé notre premier challenge. C'est un challenge qui a été fait avec la Société française de pathologie. Donc ça, c'est ouvert déjà depuis un certain temps. Je ne sais plus, mais on a plus d'une centaine de participants. Donc là, il s'agit de faire de l'analyse de l'âme anapath, du col utérin. Et donc, c'est le 29 octobre le rendu, avec en premier prix 25 000 € à gagner. Et enfin, quand même, évidemment, on ne fait pas que du franco-français. On est en lien avec tous nos partenaires européens et internationaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse énormément. Et notamment, le hub représente la France dans la Joint Action européenne sur l'espace européen des données de santé. Voilà, évidemment, on est en lien avec toutes les autres initiatives un peu du même type qui peuvent apparaître en Europe ou ailleurs. Voilà, je vous remercie. Un peu de temps pour des questions si vous avez.